Je me présente, Jean-Louis Decoq. Je suis formateur ayant obtenu en 2013 le diplôme de monitorat concernant les risques d'exposition à l'amiante en sous-section 4. J'accompagne les professionnels dans la prévention du risque amiante et la mise en conformité réglementaire. Titulaire des formations encadrement non friable en 2001, friable en 2003 et tout matériau amiante depuis 2012, je conçois des modules vidéo clairs et concrets. Professionnel du bâtiment, j'ai exercé plusieurs mandats représentatifs et techniques. Président de la CAPEB Seine-et-Marne, 2004 à 2005, vice-président de la CPAM 77, 2003 à 2005, conseiller prud'homal à Fontainebleau, 2003 à 2017, trésorier du CIRTA, 2012 à 2017, rapporteur de la commission amiante à Calibat, 2013 à 2018, signataire des commissions AFNOR pour les normes NFX 46020 et NFX 46021. Après cette présentation, place à la présentation des slides. Dans ce premier slide, on peut voir une photo d'une roche d'amiante. L'amiante ne vient pas d'un produit chimique fabriqué par l'homme, c'est une substance naturelle, un minerai qui se forme dans la croûte terrestre. L'amiante est un silicate naturel, comme le quartz ou le mica, formé par des réactions entre le magnésium, le silicium et l'eau dans certaines roches métamorphiques, roches transformées par la chaleur et la pression. Nous allons voir maintenant les premières utilisations de l'amiante. Utilisé depuis plus de 4000 ans, on en a retrouvé dans des poteries en Finlande, ensuite en Égypte et en Grèce. Charlemagne aurait possédé une nappe en amiante qu'il lançait dans le feu pour la retirer intacte. Est-ce une légende ? Mais c'est au début du XXe siècle que l'essor a débuté avec l'industrie du textile en France et en Angleterre. S'ensuivra l'utilisation de l'amiante ciment, du flocage et de l'utilisation dans les immeubles d'habitation. La prévention du risque amiante en France. En 1906, un inspecteur du travail établit une relation entre des travailleurs en contact avec l'amiante et une maladie des poumons. En 1935, apparaît le premier cas d'asbestose qui est introduit dans le tableau T25 en 1945. S'ensuit une obligation de port de protection respiratoire en cas d'exposition aux poussières dangereuses. En 1950, création du tableau T30 qui prend en charge les pathologies spécifiques à l'amiante. En 1955, premier cas du cancer bronchopulmonaire primitif. 1958, travaux de cardage, filature, tissage interdits aux moins de 18 ans. 1975, interdiction aux travailleurs de moins de 18 ans de travailler l'amiante. 1976, le cancer bronchopulmonaire et le mésothéliome sont pris en charge au titre du tableau T30. 1977, première valeur limite d'exposition VLE et suivi médical pour les travailleurs exposés. 1978, interdiction du flocage. Suite de la prévention du risque amiante en France. En 1987, abaissement de la valeur limite d'exposition à 0,3 fibres par centimètre cube pour les amphiboles et 0,6 fibres par centimètre cube pour le chrysotile. En 1988, interdiction de l'amiante excepté le chrysotile. En 1992, abaissement des VLE. En 1996, en mai, nouvelle rédaction du T30 et création du T30 bis. 3 juillet, annonce de l'interdiction de l'amiante en France au 1er janvier 1997. Règles de désamiantage et qualification des entreprises de retrait. En 1996, 2 décrets importants, le décret travail et le décret santé, applicables en 1997. En 1999, interdiction de l'amiante au niveau européen. En 2002, obligation du repérage amiante liste A et B pour vendre un immeuble ou une partie d'immeuble. Dans le même temps, formation des opérateurs de repérage. En 2005, certification des opérateurs de repérage. En 2012, refonte complète de la réglementation amiante par le décret 2012-639 qui sera transposé dans le Code du travail et qui a été suivi par 2 arrêtés, l'un du 7 mars 2013 et l'autre du 8 avril 2013. Depuis le 1er juillet 2015, la VLEP est de 10 fibres d'amiante par litre d'air inhalé sur 8 heures de travail. En 2016, le 8 août, une loi importante, la loi El Khomri,
Créer l'article L4412-2 imposant le repérage avant travaux lorsqu'il existe des risques d'exposition à l'amiante. Cette loi sera applicable en attendant un décret d'application. Elle crée également l'article L4754-1 qui indique que le fait pour le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article L4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende maximale de 9 000 €. En 2017, le 9 mai, paraît le décret 2017-899 détaillant certaines opérations concernant le repérage avant travaux. Il modifie l'article R 4412-97 et précise que 6 arrêtés d'application sont à venir. Pour les immeubles bâtis, pour les autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport, pour les matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transport, pour les navires, bateaux et autres engins flottants, pour les aéronefs, pour les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité. En 2019, le 16 juillet, paraît l'arrêté relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis. Ce repérage avant travaux devient obligatoire. Pour la bonne compréhension, ce repérage sera désigné sous le terme RAAT. En 2020, l'arrêté du 23 janvier rend obligatoire la certification avec mention pour le RAAT au 1er juillet 2020. En 2022, le 22 décembre, un arrêté indique que les plans de retrait doivent être déclarés sur la plateforme de saisie et de transmission d'EMAT Amiante. Suite et fin de la prévention du risque amiante en France. En 2021, le 21 décembre, un arrêté définit le contenu des déclarations au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncé à l'article R 541-45 du Code de l'environnement pour les déchets contenant de l'amiante. En 2025, le 3 mars, un arrêté modifie l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste. En 2025, le 3 juin, un arrêté modifie l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétence du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses. Je me suis arrêté sur la loi principale, les principaux décrets et arrêtés qui m'ont semblé être les plus importants pour ne pas surcharger cette vidéo. Je vous conseille de mettre sur pause ou de revisionner cette vidéo pour améliorer votre compréhension. La production dans le monde. Sur cette carte, en orange, les pays producteurs et utilisateurs, la Russie, le Kazakhstan, la Chine et le Brésil. Au Canada, les dernières mines d'amiante ont fermé en 2012. Puis, quelques années plus tard, fin 2018, le gouvernement a annoncé l'interdiction de fabrication de tout produit contenant de l'amiante, de même que l'importation et l'exportation des dits produits. En mai 1998, le Canada avait porté plainte contre la France et la communauté européenne auprès de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, soutenant que l'interdiction de l'amiante en France était contraire à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, GATT. Le 18 septembre, l'OMC a annoncé qu'elle déboutait le Canada. En vert, les pays interdisant ou restreignant sévèrement l'utilisation de l'amiante, dont l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Oman, le Chili, l'Argentine et l'Uruguay. Production mondiale d'amiante exprimée en tonnes. La Russie arrive largement en tête avec 630 000 tonnes en 2023. Les années 2020 et 2021 n'ont pu être chiffrées pour cause de Covid. En 2023, la production mondiale a été de 1 300 000 tonnes, ce qui reste considérable. Les différentes variétés d'amiante. Le chrysotile ou amiante blanche. Elle fait partie de la famille de la serpentine. Son diamètre est d'environ de 0,020 micromètres et sa longueur peut atteindre 40 mm. Sa flexibilité est excellente, son point de fusion est de 1500 degrés Celsius. Elle est résistante aux alcalins et elle a une très bonne aptitude au filage. Sur la photo, on remarque sa forme en S. On verra que sur les autres variétés, il existe une grande différence. Les différentes variétés d'amiante, suite. La crocydolite ou amiante bleue. Elle fait partie de la famille des amphiboles. Son diamètre est d'environ de 0,080 micromètres et sa longueur peut atteindre 70 mm.
Sa flexibilité est bonne, son point de fusion est de 1000 degrés Celsius. Elle est résistante aux acides et elle a une très bonne aptitude au filage. Sur la photo, on remarque sa forme rectiligne, qui présente une plus grande dangerosité que le chrysotile. Les différentes variétés d'amiante, suite. L'amosite, ou amiante brun. Elle fait partie de la famille des amphiboles. Son diamètre est d'environ de 0,1 micromètre et sa longueur peut atteindre 70 mm. Sa flexibilité est faible, son point de fusion est de 1100 degrés Celsius. Elle est résistante aux acides et elle a une faible aptitude au filage. Sur la photo, on remarque également sa forme rectiligne, qui présente une plus grande dangerosité que le chrysotile. Les différents types et variétés d'amiante et leurs utilisations. Il existe deux types principaux d'amiante, la serpentine et les amphiboles. La serpentine n'a qu'une seule variété, le chrysotile. Les amphiboles présentent plusieurs variétés, la crocidolite, l'amosite et les attas, qui sont l'anthophilite, la trémolite et l'actinolite. Concernant l'utilisation, le chrysotile représente 90 à 95% contre 5 à 10% pour la crocidolite et l'amosite. Les fibres, dimensions et comparaison. Une fibre d'amiante peut être de 400 à 2000 fois plus petite qu'un cheveu. 1 gramme d'amiante contiendrait environ 1 milliard de fibres. Les fibres sont invisibles et inodores. Les différentes fibres. D'abord, les fibres OMS, fibres conventionnelles, dont le critère dimensionnel a été défini par l'OMS, dites fibres. Les fibres courtes, dites FCA. Les fibres fines, dites FFA. Dans le tableau, on s'aperçoit qu'une propriété est commune aux trois fibres. C'est le rapport de la longueur sur le diamètre. Pour exemple, un stylo, dans ses dimensions, pourrait être considéré comme une fibre, un œuf, non. Pour la longueur, les OMS et les FFA sont supérieurs ou égales à 5 micromètres. Les FCA, la longueur est comprise entre 0,5 micromètres et 5 micromètres. Pour le diamètre, la fibre OMS est supérieure à 0,2 micromètres et inférieure à 3 micromètres. La FFA est supérieure à 0,01 micromètre et inférieure à 0,2 micromètre. La FCA est supérieure à 0,01 micromètre et inférieure à 3 micromètres. Où trouve-t-on de l'amiante dans les immeubles? Je vous laisse regarder le déroulement. L'amiante libre. On l'appelait avant amiante friable. Elle fait partie de la liste A, c'est du flocage. On verra dans les 3 slides suivants le calorifuge et les faux plafonds. L'amiante liée. Les enduits, ici le Progipsol, les appareils de protection respiratoire à adduction d'air, les plus efficaces, utilisés par les désamianteurs, ne sont pas suffisamment efficaces pour les protéger dans les opérations de retrait des plâtres amiantés, appelés Progipsol. Il faut impérativement les humidifier abondamment, plusieurs fois, pour diminuer l'empoussièrement avant de les retirer. Amianté lié, toujours. Ici, les gaines de ventilation. Vous verrez dans les slides suivants les panneaux de coffrage, les revêtements de sol, comme ici les dalamis, dalles amiantes. Autres amiantes liées. Les cols, les noires bitumineuses et les jaunes, moins utilisées mais plus émissives au retrait. Toujours l'amiante liée. Ici, les plaquettes de frein. Les garagistes les changeaient et, en bons professionnels, passaient le souffleur pour nettoyer les jantes, inhalant des fibres d'amiante susceptibles de provoquer des maladies graves comme l'asbestose ou le cancer du poumon. Le protège plat. Avant l'invention du Pyrex, nos grands-mères en possédaient pour protéger le verre des flammes sur la gazinière.
Les gaines en amiante-ciment que vous verrez sur les slides suivants. Attention au retrait de ces gaines, ne jamais les tronçonner à sec sans risquer une émission de fibres de plusieurs milliers de fibres par litre. Les toitures en fibrociment sont encore très nombreuses. Les toitures en fibrociment contenant de l'amiante deviennent potentiellement dangereuses avec le temps sous l'effet des intempéries. Pluie, gel, vent, UV. Le matériau se dégrade lentement. Ce vieillissement fragilise le liant cimentaire, ce qui peut libérer des fibres d'amiante à la surface ou dans l'air lors de manipulation. Nettoyage, perçage, bris, démontage, etc. Cependant, une toiture en bon état et non altérée présente peu de risques. Une toiture vieillissante, fissurée ou érodée devient dangereuse, surtout si on y intervient sans précaution. Il est donc recommandé de ne pas la nettoyer, Karcher, balai-brosse, ou la démonter soi-même, mais de faire appel à une entreprise certifiée amiante. Les préfabriqués en amiante-ciment, on en trouvait beaucoup dans les écoles. Vous verrez dans les slides suivants des toitures à base de fibrociment, des joints en amiante entre le brûleur et la chaudière, des tresses d'amiante dans les vides ordures, des joints de dilatation, de l'amiante dans des vieux câbles électriques, de l'amiante également dans des mastiques de fenêtres. Publicité Eternit pour l'amiante. Il y a eu quand même des procès. Le procès d'Eternit à Turin est l'un des plus grands procès liés à l'amiante en Europe. Voici les faits essentiels. Il concernait des usines Eternit situées en Italie. Ces usines produisaient de l'amiante-ciment, comme les plaques Eternit, entre les années 1950 et 1980. Deux dirigeants du groupe étaient poursuivis. Stéphane Schmidaini, suisse, héritier et dirigeant du groupe Eternit. Jean-Louis de Cartier de Marchienne, belge, administrateur d'Eternit Italie. Plus de 2000 morts étaient recensés, dus à des maladies liées à l'amiante, mésothéliome, asbestose, cancer. Le procès visait à établir la responsabilité pénale des dirigeants pour désastre environnemental et homicide involontaire. Procès principal. Ouvert en 2009 à Turin, il s'est terminé en 2012 avec la condamnation des deux dirigeants à 16 ans de prison. En 2013, en appel, la peine a été portée à 18 ans. Mais en 2014, la Cour de cassation italienne a annulé la condamnation pour cause de prescription, ce qui a provoqué une énorme indignation parmi les victimes et associations. Depuis, d'autres procédures, Eternit 2 et Eternit bis, ont été engagées, visant spécifiquement Stéphane Schmidaini pour homicide volontaire afin d'éviter la prescription. En 2023, certains volets de ces procès étaient toujours en cours en Italie. Les qualités de l'amiante. C'est un matériau extraordinaire. Je vous laisse découvrir toutes ses propriétés, mais arrêtons-nous sur la 9e. Résistant aux micro-organismes et son imputrescibilité. Laissez une plaque d'amiante dans la nature, dans plusieurs années, elle sera intacte. Et c'est ce qui se passe dans le corps humain. Les macrophages ne peuvent l'éliminer. Et elle a un défaut impardonnable. Elle nuit gravement à la santé.